Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur, ce webinaire, de Berger-Levrault, consacré au guide pratique de l'économie sociale et solidaire. Alors aléa du direct, j'ai un petit problème pour partager mon écran. Audrey qui est dans nos coulisses, en charge, de la partie technique va peut-être pouvoir, m'aider. Il faut en fait que je puisse appuyer sur le bouton de partage, enfin de diffusion, pour pouvoir partager l'écran, car le bouton n'est pas accessible. Audrey, est-ce que tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. J'essaie de regarder. Effectivement, heu, alors je comprends pas. En répétition, ça a fonctionné quand c'est moi qui ai lancé la diffusion en fait. Et je pense qu'il faut que je puisse appuyer sur ce bouton. Bon, je vais partager l'écran, du coup, c'est pas grave. T'en fais pas. Alors attends, ah non, je crois que j'ai trouvé. Tu trouvé? Voilà. Ouais, ça y est, j'ai trouvé la solution. Bien, alors, on reprend depuis le début. Hem, je vois que, vous entrez dans la réunion toutes et tous. Merci beaucoup de participer, à ce webinaire. Donc, let's talk, en bon français, parlons-en. L'instant ouvrage du jour est consacré donc aux grilles pratiques de l'économie sociale et solidaire pour comprendre et maîtriser les aspects juridiques, techniques et pratiques, de l'ESS. Webinaire proposé donc par Berger-Levrault. Je suis Adeline Lamberbourg, éditrice. J'ai eu le plaisir, d'accompagner Edith, Edith Gatwing, dans la rédaction, de ce livre. Edith qui est, notre autrice, donc spécialiste de l'économie sociale et solidaire. Bonjour Edith. Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors avant de rentrer dans la présentation, à proprement parler, quelques petites consignes, techniques à vous rappeler. Vous avez la possibilité de lever la main quand vous rencontrez un problème, technique, comme, je l'ai fait en introduction, de ce webinaire. Le panneau donc, de commande de l'outil, donc vous met à disposition une petite main. Audrey qui est en coulisses, volera à votre secours. Voilà, c'est notre fée, numérique. N'hésitez pas tout au long de la présentation à poser vos questions à Edith, donc dans le bloc dédié, de l'outil. Donc cette session est enregistrée, et enfin voilà, si le son n'est pas activé, donc l'onglet des questions est dédié pour que vous puissiez vous exprimer. Alors Edith, je vais commencer par alors pardon, excusez-moi, quand même petite présentation, de votre parcours Edith avant de vous demander, le pourquoi de cet ouvrage. Vous avez été pendant près de 30 ans journaliste en PQR, donc presse quotidienne régionale et en presse, pour les collectivités locales. Vous êtes spécialisée, ensuite dans l'économie sociale et solidaire en portant une attention particulière au rôle des politiques publiques dans le sort de ce type d'économie, au cœur des quartiers populaires, en particulier, les quartiers qu'on appelle QPV. Et vous êtes titulaire d'un master sur l'opportunité des filières économiques, donc dans les QPV, et vous avez été chargée de mission, ESS et création d'activités au sein d'une collectivité, pendant, 4 ans. Alors, donc cette question simple est dite: pourquoi cet ouvrage? Quel est le message et les conseils que vous diffusez à travers ce livre? Eh bien, d'abord, merci Adeline pour votre soutien tout au long de la rédaction de cet ouvrage. Et puis, bonjour à tous et merci de votre participation pour la présentation, oui, de cet ouvrage qui a lieu en plus pendant le mois de l'ESS, ce qui est une opportunité tout à fait agréable à saisir. Il s'agit à travers cet ouvrage de montrer comment les collectivités peuvent s'emparer de cette autre économie et développer l'ESS sur leur territoire et quel intérêt elles ont à le faire. D'abord parce que l'ESS est une forme inclusive de développement local. Tout ça pour dire que ce sont des projets qui visent des objectifs collectifs
des entreprises qui ont un projet social, très souvent. Et l'ESS est d'ailleurs très présente dans les secteurs de l'action sociale, puisque c'est même le premier employeur dans l'action sociale. C'est donc une économie au service d'un territoire et d'un public de proximité, et elle développe des emplois non délocalisables. C'est aussi une économie dont la valeur ajoutée est justement son utilité sociale. C'est la véritable plus-value des structures de l'ESS qui ont ce qu'on peut appeler des externalités positives, hein, puisque l'utilité sociale, elle est territoriale, avec un ancrage territorial, l'animation du territoire, la proximité. Elle est aussi politique et sociale, puisqu'elle participe de la co-construction de l'intérêt général. Elle développe une citoyenneté active, la démocratie participative. C'est aussi une utilité économique, bien sûr, hein. L'économie sociale et solidaire a fait preuve de son efficacité. Elle est aussi créatrice d'activités, elle répond à des besoins. C'est une utilité sociale d'un point de vue de l'insertion, de l'égalité d'accès, de la diversité, de la mixité. Et puis enfin, bien sûr, c'est une utilité écologique puisqu'elle promeut des pratiques respectueuses de l'environnement. Et puis enfin, dernière chose, l'ESS repose sur des processus démocratiques qui, s'ils sont toujours à réactiver et à réinterroger, n'existe donc aucune entreprise du secteur privé lucratif ni du secteur public. C'est le principe, un homme égale une voix. Et elle met aussi à l'œuvre la démocratie sur les territoires, puisqu'elle implique d'engager les parties prenantes dans l'élaboration d'un projet au service du territoire. Donc, c'est réellement une économie inclusive au service de vos territoires que vous pouvez saisir. Enfin, l'ESS, c'est une économie qui traverse l'ensemble des champs de compétences des collectivités. Elle répond à des besoins sociaux, hein, que ce soit le vieillissement, la mobilité, le numérique, l'insertion et l'emploi, ou écologiques, sur les questions plus que d'actualité de l'énergie, de la gestion des déchets, du recyclage, de l'alimentation durable, etc. Dans les territoires ruraux, par exemple, l'ESS se saisit de l'enjeu de l'accès au foncier pour maintenir et développer une agriculture durable. Dans les QPV, les régies de quartier créent non seulement de l'emploi, mais aussi du lien social. Des associations comme VRAC se sont établies en pied d'immeuble pour permettre l'accès à une alimentation de qualité à tous. On pourrait ainsi décliner des exemples à l'infini, hein, puisque à chaque question sociale au sens large, l'ESS est en mesure d'apporter une réponse sur des besoins non pourvus, que ce soit par le secteur marchand ou par la puissance publique. Et puis souvent, élus et agents ont une vision partielle de l'ESS sans mesurer toute cette transversalité. Donc l'ouvrage a pour but aussi de mieux faire connaître l'ESS pour l'inclure dans les politiques publiques. D'un autre côté, il faut reconnaître que les entreprises de l'ESS ne savent pas toujours bien comment fonctionne la relation avec les collectivités, que ce soit dans les niveaux de décision ou concernant les financements qu'elles pourraient activer, et elles se privent ainsi de la possibilité d'échanger et de travailler avec les collectivités. Donc, il y a deux objectifs un peu secondaires, mais quand même de montrer aux uns, c'est-à-dire aux collectivités, l'intérêt qu'il y a à porter une politique forte de l'ESS et de faire connaître les outils qui sont à leur disposition, et puis de permettre aux autres de comprendre le fonctionnement et les compétences de chaque niveau de collectivité et de pouvoir se saisir du bon interlocuteur et des bons soutiens. Oui, c'est important. Pardon. Alors, Edith, si l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas une notion nouvelle, hein, puisqu'on en parle déjà depuis un moment et on voit les structures fonctionner. C'est une notion quand même dont on peut dire qu'elle s'inscrit dans la modernité. C'est à la fois contemporain et moderne. Dans votre livre, vous nous expliquez, vous nous montrez comment son apport est finalement d'introduire la société civile comme troisième force entre l'État, c'est-à-dire la puissance publique, et le marché gouverné par le principe de la concurrence.
Alors ma question est la suivante, que faut-il savoir de l'histoire de ce type d'économie pour mieux cerner les enjeux actuels autour donc de l'ESS? Oui, c'est effectivement une économie moderne parce que, comme on vient de le dire, elle est capable de répondre à des besoins sociaux, notamment non pourvus. Il faut savoir que l'ESS, c'est une économie qui s'adapte, elle le fait vite et bien, et c'est son expertise depuis sa naissance, d'abord avec l'économie sociale, puis avec l'économie solidaire. Et ainsi comprendre la naissance et le développement de ces mouvements permet de comprendre comment l'ESS se structure aujourd'hui. On la voit comme une économie un peu hybride, hein, mais elle est née comme une réponse économique, politique et sociale à la question de la pauvreté engendrée par la naissance de l'industrialisation capitaliste. Et elle l'a fait en remettant les citoyens, et à travers eux les travailleurs, au cœur des décisions qui les concernent. Vous trouverez dans l'ouvrage tout un tas d'exemples d'initiatives complètement inouïes où des citoyens ont pris tous les risques pour lancer l'idée à laquelle ils croyaient. Des initiatives qui ont abouti ou pas d'ailleurs, mais vraiment des choses complètement innovantes déjà au XIXe siècle. Et c'est cet associationnisme que Jean-Louis Laville définit comme un projet constitué à partir des actions collectives mises en œuvre par des citoyens libres et égaux, se référant à un bien commun. Et j'aime beaucoup cette définition parce qu'elle rend l'associationnisme moderne. Il répond aux enjeux d'aujourd'hui, que ce soit sur la question de la démocratie, de la citoyenneté ou des biens communs tels que les questions écologiques les posent tout à fait de nos jours. Il faut cependant ajouter que cette modernité a quand même longtemps embarrassé les pouvoirs en place qui ont cherché à en réduire l'influence en dépolitisant l'associationnisme et notamment en séparant la lutte politique portée par les syndicats de l'entraide mutualiste, mais aussi du groupement de citoyens autour d'un projet collectif avec la reconnaissance tardive de l'association par la loi de 1901. Oui, alors si je comprends bien, Edith, l'institutionnalisation de d'abord l'économie sociale et l'économie solidaire comme deux choses séparées n'est pas du tout allée de soi et ça a pris beaucoup de temps. Tellement de temps d'ailleurs puisque la loi de 2014 donc est une loi du XXIe siècle. Et est-ce qu'on peut la considérer comme un véritable tournant dans la reconnaissance de l'ESS et dans son organisation, autant sur le plan national que sur ses déclinaisons locales? Oui, cette loi de 2014, du 31 juillet 2014, fait suite à 30 ans de politique publique de reconnaissance de l'ESS pour la période moderne, avec une première loi d'économie sociale en 1983, qui est en fait une loi pour les coopératives. Et puis en 2001, la reconnaissance juridique de l'économie solidaire, et enfin l'entrepreneuriat social, qui est un enjeu des années 2010. Et la loi de 2014 a tenté de rassembler tout ça dans une loi inclusive avec des grands principes d'appartenance à l'économie sociale et solidaire qui sont un but autre que le seul partage des bénéfices, une gouvernance démocratique, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, avec un homme égale une voix, et des principes de gestion qui reprennent en pratique le principe de lucrativité limitée, puisque les bénéfices vont majoritairement au développement de l'activité avec des réserves impartageables. Voilà. Et la loi de 2014 avait aussi pour objectif de permettre un changement d'échelle de l'ESS, changement d'échelle qui n'a pas toujours été accompagné des moyens pour ce développement. Oui, c'est souvent là que le bât blesse, malheureusement. Alors si l'ESS est reconnu pour contribuer à un développement qu'on peut qualifier d'inclusif sur le plan social et durable sur le plan environnemental, elle a des emplois non délocalisables, qui favorisent l'insertion, la cohésion sociale, qui reposent sur des processus démocratiques, comme vous l'avez expliqué. Il se dit aussi que ces structures ont mieux résisté aux crises économiques, sanitaires que nous avons traversées, que ces actions sont nécessaires pour répondre aux besoins sociaux. Mais qu'en est-il finalement concrètement? Quel est le poids réel de l'économie sociale et solidaire en France?
comment ces entreprises ont traversé, et même on peut parler au présent, traversent ces crises, puisque là, nous sommes actuellement dans une crise énergétique et une inflation importante, dont on peut supposer qu'elle ne sera pas neutre sur la pérennité des structures de l'ESS. Mhm. Oui, effectivement, l'ESS, c'est une entreprise quand même qui pèse, hein, il y a des chiffres, mais c'est plus que ça. Les chiffres, vous les avez sous les yeux, c'est 2,4 millions de salariés, plus de 164 000 entreprises, dont plus de 90% sont des associations, hein, des associations employeuses. C'est aussi 10,5% de l'emploi en France et 14% de l'emploi privé. Donc, c'est pas rien. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette économie, elle ne doit pas se résumer à sa part dans le PIB, puisqu'elle pèse quand même 90 milliards d'euros. Mais il faut aussi lui ajouter ce qu'elle apporte en plus, c'est-à-dire l'utilité sociale, cette valeur ajoutée qui est encore pas tout à fait bien prise en compte. On peut parler à ce titre, on a vu un peu ce que pouvait représenter l'utilité sociale tout à l'heure, mais il faut ajouter la part non négligeable du bénévolat, qui, toute association confondue, représente 1,5 million d'équivalents temps plein. Et si ces 1,5 million d'équivalents temps plein de bénévoles dans les associations devaient disparaître, on peut quand même se poser la question de quel en serait le coût social. On l'a vu lors de la crise sanitaire, hein, quand tout s'est arrêté, qu'on a tous été confinés, les retraités qui sont une grosse partie du bénévolat de nos associations ont cessé d'être présents, notamment dans les associations caritatives et celles qui animent les territoires au quotidien. Eh bien, voilà, plus rien ne fonctionnait dans le lien social et dans l'aide sociale. Voilà. La valeur ajoutée de l'ESS, c'est bien sûr ce bénévolat, et puis ce sont des emplois locaux et des entreprises ancrées dans les territoires, et ce n'est pas négligeable. C'est effectivement aussi une économie résiliente, hein, elle l'a montré lors de la crise dite des subprimes en 2008, puisque on a même vu un développement des emplois de l'ESS entre 2010 et 2018, porté principalement par le secteur de l'action sociale et notamment les services d'aide à la personne et l'hébergement médico-social, principalement liés à la prise en charge de la dépendance. Dans les secteurs concurrentiels aussi, l'ESS et ses coopératives, par leur ancrage territorial et leur faculté d'adaptation, ont mieux résisté à cette crise économique que les entreprises du secteur privé lucratif. À partir de 2017, on a constaté une baisse des emplois qui, là, pour le coup, n'est pas liée à une crise économique, mais qui est liée à la réforme des politiques publiques, notamment à destination des associations avec la baisse des contrats aidés et la réforme de la fiscalité, pardon, qui a engendré une chute des dons privés. Et puis, à partir de 2009, les emplois sont repartis à la hausse, mais cette progression a été stoppée net par la crise sanitaire de 2020. Ce qui est une situation plutôt contradictoire, puisque l'entreprise de l'ESS ont été largement sollicitées pendant la crise, avec leurs emplois en première ligne dans les secteurs de la santé, du social et de l'insertion. Malheureusement, là, bon nombre d'établissements, notamment des associations, n'y ont pas résisté, puisque plus de 18 000 postes ont disparu à l'été 2021 et que près de 3 800 établissements ont cessé leur activité. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle crise. On n'a pas encore le recul nécessaire pour mesurer l'impact de cette crise sur l'ensemble de l'économie et plus particulièrement sur l'ESS, mais nul doute qu'il y aura des conséquences. Probablement, oui. Alors, on constate, et là vous venez de le montrer à travers la gestion de la crise sanitaire notamment, hein, que l'ESS, de par la place qu'elle occupe dans les dispositifs, notamment d'insertion et de soutien social, que c'est une forme d'économie qu'on pourrait presque qualifier de service public à part entière. Alors justement, la question ça peut être la suivante: comment est-ce qu'elle se finance, cette économie sociale et solidaire? Est-ce qu'elle dépend de l'argent public pour exister?
Alors, oui, bien sûr, elle répond à un fort besoin social et effectivement, elle est utile à la puissance publique pour répondre à des besoins non pourvus, mais contrairement aux idées reçues, les recettes des associations employeuses ne proviennent pas forcément des subventions, puisqu'elles sont à 68% issues de leur activité, c'est-à-dire de la vente de services. Les subventions, c'est autour de 20% et elles sont en nette baisse. D'ailleurs, la part des financements publics est de moins en moins faite sous la forme de subventions, mais elle prend de plus en plus la forme d'appel à projets, ce qui ne permet pas de financer le fonctionnement global des associations, mais seulement des actions ponctuelles et pour le coup peut conduire à fragiliser la pérennité et la survie parfois des associations. L'État a tenté de se saisir des questions de financement de l'ESS et de ses structures, une première fois en 2018 en lançant ce qu'il a appelé un Social Business Act à travers le pacte de croissance de l'ESS, et puis en 2020 avec le plan de relance, le plan France Relance, qui était doté de 100 milliards d'euros pour l'économie, dont 1 milliard pour l'ESS. 1 milliard, c'est pas beaucoup, et les têtes de réseau ont justement posé la question si l'ESS représente 10%, 10,5% des emplois et une part non négligeable de la richesse nationale, pourquoi ne bénéficie-t-elle que de 1% des financements et encore sur appel à projet. Voilà. Mais pour revenir au financement de l'ESS, il s'agit dans l'ouvrage de les connaître pour permettre de les mobiliser. Là aussi, contrairement à une idée reçue, du côté des structures de l'ESS, leur principal outil de financement, c'est le même que pour le reste des entreprises, c'est-à-dire le prêt bancaire, la garantie d'emprunt et les fonds propres. Vous pourrez retrouver dans l'ouvrage aussi les principaux acteurs du financement qui peuvent intervenir auprès des collectivités. Il y a bien sûr la Banque des Territoires qui vient d'ailleurs, je crois que c'était le 23 novembre, d'annoncer un prêt d'1 milliard d'euros, un montant, pardon, un financement d'1 milliard d'euros de prêts verts pour les collectivités. Il y a BPI France et il y a les FISO, les fonds d'innovation sociale qui concernent l'innovation sociale sur les territoires. Pour les structures aussi, il y a aussi les acteurs de l'accompagnement qui sont un vrai support et pas seulement financier. Hein. On peut citer France Active, l'ADI, Initiative France. Et puis, depuis quelques années, on voit de nouveaux modes de financement se développer du côté de l'épargne solidaire, du livret de développement durable et solidaire qui est enfin dédié à l'ESS après une forte mobilisation des réseaux. Et enfin, de nouveaux financements sont rendus possibles par le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est ce qu'on appelle le financement participatif ou crowdfunding, le financement par les foules, qui a connu une véritable croissance et il faut signaler que certains sont même ouverts aux collectivités. Donc, les collectivités peuvent s'en saisir. Ah, vous êtes toujours là, Edith, il y a eu Oui. une rupture de son. Non, voilà, j'ai terminé pour cette partie. D'accord. Alors, donc, on a donc un cadre juridique. Edith, vous l'avez présenté. Nous avons des dispositifs organisationnels. Il y a des financements hybrides avec donc de multiples guichets. Et donc, c'est aussi beaucoup de travail pour les associations que de les solliciter. Du côté des collectivités, quand on a une collectivité qui souhaite se montrer proactive, hein, comme on dit, pour soutenir, développer les entreprises de l'ESS sur son territoire, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Alors, il y a plein de possibilités. Je crois que la première, c'est de porter une volonté politique forte. Ça peut être en premier lieu de désigner un élu
qui portera la délégation à l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est déjà un premier pas. Quand on le peut, c'est pas toujours possible, mais il est possible de désigner un agent dédié. C'est beaucoup moins facile pour les petites collectivités, mais pour elles, il est possible de former un agent volontaire et de lui donner une mission transversale à l'ensemble des services de la commune ou de la collectivité. Bien sûr, les collectivités peuvent s'adresser en premier lieu à l'échelon régional qui porte la stratégie de l'ESS, aux échelons aussi intercommunaux qui portent différentes délégations et compétences et notamment l'économie, ce qui permet de faire entendre les besoins des territoires, de les faire remonter et parfois aussi de pouvoir mutualiser les projets. Voilà. Il est aussi important de rappeler que la porte d'entrée pour les collectivités sur les territoires, c'est l'Agence nationale de cohésion des territoires, l'ANCT. Sur chaque territoire, il y a un représentant de l'État via cette agence et il est assez facile de le solliciter et l'ANCT est en mesure de soutenir des projets, notamment en lien avec l'ESS. Enfin, quel que soit le choix ou les possibilités, le mois de l'ESS, comme on vient de le rappeler, c'est aussi l'occasion de montrer ce qui existe sur son territoire et puis de se mettre en lien et d'aller voir peut-être, de piquer des idées chez les autres, d'aller voir un peu les initiatives qui sont présentées et qui pourraient être transposables sur son territoire. Enfin, il faut solliciter les réseaux, au premier titre desquels le RTES, le réseau des collectivités territoriales pour une économie sociale, qui est un réseau qui porte d'abord la voix de ses adhérents, c'est facile d'adhérer, voilà, ils sont très ouverts, et qui en plus propose un ensemble de ressources dont le dernier kit ESS en date vient de paraître là aussi, qui s'appelle Commune, Intercommunalité ESS. C'est un réseau très riche, donc je vous conseille vivement de le solliciter. D'autres ressources sont disponibles, bien sûr. On peut s'appuyer sur les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire qui connaissent les territoires, puisqu'elles recensent sur les territoires les structures de l'ESS. Donc, elles peuvent indiquer aux collectivités ce qui existe sur leur territoire et qui mobiliser. Il y a aussi le mouvement associatif, puisqu'on l'a dit, 94% des structures de l'ESS sont des associations, qui a développé un kit asso de l'élu, voilà, pareil, destiné aux collectivités. On trouve l'Avise, une agence d'ingénierie qui propose un kit de sensibilisation qui est en téléchargement gratuit, pareil, facile à trouver et à mobiliser, et puis qui peut permettre très facilement, lors d'une conférence des élus ou bien dans une réunion publique, d'avoir les outils pour présenter l'ESS et ce qu'elle recouvre et les initiatives possibles sur les territoires. Et puis enfin, il faut citer le labo de l'ESS, qui lui propose des études et des ressources par thématique. Donc là, pareil, vous souhaitez mettre un projet en lien avec l'écologie, avec l'agriculture, avec l'énergie. Ils ont toutes ces thématiques avec des ressources disponibles. Voilà. Pour les collectivités, et effectivement, donc là, on vient de le voir très schématiquement, mais les moyens existent. Et du coup, il faut les connaître pour pouvoir les mobiliser. Et puis Edith, donc vous conseillez de pratiquer ce qu'on fait maintenant de plus en plus dans les collectivités sur tout type d'ailleurs d'action publique, c'est-à-dire lancer un diagnostic en vue d'un plan d'action, afin donc de mieux cerner les besoins et donc les réponses adaptées sur chaque territoire. Oui, effectivement, établir un diagnostic de territoire partagé, c'est très important. C'est effectivement une étape indispensable. Ça peut paraître long et fastidieux, mais je pense sincèrement qu'il ne faut pas négliger cette étape
Elle permet d'avoir une vision globale de l'ESS sur le territoire. Et puis, comme vous l'avez dit, elle sert à définir les enjeux et les besoins. Elle a en plus l'avantage de reconnaître la légitimité d'une pluralité d'acteurs sur les territoires. Et enfin, elle favorise l'interconnaissance pour finalement repousser les limites de la démocratie représentative en associant l'ensemble des parties prenantes. Donc, on peut dire qu'elle met en place une dynamique d'acteurs et de coopération qui sera vraiment profitable sur le long terme. Et puis enfin, dès l'étape de réflexion du projet, il faut toujours penser l'évaluation. Voilà, quel que soit le projet, l'ESS, ça ne se mesure pas seulement en chiffres, même si bien sûr ce sont des chiffres aussi, mais on l'a vu, c'est une plus-value, une valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, c'est son utilité sociale et il faut pouvoir la montrer et la démontrer en premier lieu aux financeurs qu'on ira solliciter. Oui, bien sûr. Alors, merci Edith pour la présentation de votre livre. On y retrouve notamment de nombreux exemples d'initiatives locales. Nous espérons que ça vous donnera envie à toutes lectrices et lecteurs de peut-être de passer des coups de fil à l'issue de la lecture de cet ouvrage. Il est temps de passer, de regarder à vos questions-réponses. Je me tourne vers le bloc de questions et Audrey qui va me flécher vos questions. Alors, une première question, alors voilà. Edith, est-ce qu'on trouve dans votre livre les coordonnées de collectivités ou d'organismes qu'on peut contacter pour avoir un retour d'expérience, des conseils, des échanges? Alors, il n'y a pas les coordonnées directement de collectivités, je pense qu'il y en aurait énormément. Il y a des exemples, effectivement, de collectivités et d'initiatives qu'elles ont pu mettre en place. Par contre, il y a les coordonnées du RTES qui, lui, est en lien avec toutes ces initiatives. Donc, je crois que c'est effectivement la première ressource à saisir. Voilà, selon vos besoins, selon vos demandes, selon les thématiques que vous souhaitez travailler, vraiment, ils pourront vous donner toutes les informations nécessaires. Mais vous trouverez aussi dans l'ouvrage des exemples de collectivités, petites et grandes, hein, d'ailleurs. Il ne s'agit pas d'une question de taille pour mettre en place des projets en lien avec l'ESS. Oui. Une autre question. Alors, on nous dit, je suis élue d'une toute petite collectivité. Y a-t-il une instance qui permette de se mettre en réseau avec d'autres élus ou agents en charge de l'ESS? Là aussi, j'imagine, hein, pour se sentir moins seul, peut-être, face à l'ampleur de la tâche, et puis pour échanger les bonnes pratiques, les bonnes idées? Oui, oui, bien sûr. Alors, il y a effectivement, je viens de le dire, je ne cesserai de le répéter, le RTES. Mais il existe aussi dans les réseaux, Internet permet quand même aussi de très belles relations. Dans les réseaux professionnels que vous pouvez activer, quels qu'ils soient, il y a des groupes dédiés à l'ESS et vous pouvez demander à accéder à ces groupes pour avoir des contacts et être en lien avec des initiatives. N'oubliez pas aussi de solliciter sur votre territoire les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. Même si vous êtes une toute petite collectivité, elles vous paraissent peut-être un peu loin, mais elles ont une vraie connaissance de ce qui existe sur les territoires et elles peuvent vous soutenir aussi dans la mise en place de projets. Oui. Je travaille dans un CCAS. Les élus sont intéressés pour créer un tiers-lieu. Les tiers-lieux sont en plein développement, hein, avec des associations déjà en place. Pensez-vous cela possible? Pouvons-nous trouver des financements? Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est tout à fait possible. Les CCAS ont un rôle important à jouer. Effectivement, peut-être d'abord en mettant autour de la table toutes les structures en lien avec l'aide sociale. Je pense en premier lieu, si vous avez sur votre territoire des épiceries sociales, des structures comme le Secours populaire, toutes ces structures d'aide et d'insertion.
La première étape, ça peut être de les mettre autour de la table, d'interroger vos besoins et les réponses qu'ils peuvent apporter, et ensemble de réfléchir à l'élaboration de ce tiers-lieu. Après, tout dépend de ce que vous souhaitez faire de ce tiers-lieu, évidemment. Mais je crois que c'est des choses à partager avec les structures sur votre territoire. Oui, il en existe. Ça va aller des fonds européens, hein, qui se développent de plus en plus sur ces questions d'utilité sociale et de réponse aux besoins non pourvus, à des financements aussi. Alors, ça dépend effectivement de vers quel champ votre tiers-lieu se destine, mais peut-être régionaux et ou selon, ça peut être des financements, peut-être CAF, l'ARS s'il y a un volet santé, et puis après, vous pouvez interroger des fondations comme la Fondation de France, par exemple. Oui, parce que j'imagine qu'il doit se poser la question du financement du tiers-lieu en tant que structure, hein. Et ensuite, la question de son animation avec des conventions dédiées peut-être avec les associations qui vont animer, qui vont en faire un lieu de vie, hein. Oui, oui. Oui. Alors, encore une question pour vous, Edith. En tant que mairie, est-ce que l'on peut appuyer des dossiers de financement déposés auprès de la région par des entreprises installées sur la commune? Bon, c'est une question un petit peu liée quelque part avec la précédente. Oui, bien sûr. Oui, alors effectivement, tout dépend de vos liens effectivement avec la région, hein. On sait très bien que les liens politiques sont importants dans le fonctionnement de ces échelons, mais il est toujours effectivement opportun de pouvoir soutenir une entreprise de son territoire. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire si vous y croyez et si vous pensez qu'elle a une réelle utilité sur votre territoire. Donc, oui, n'hésitez pas. C'est un appui qui peut être important. Vous mettre en lien avec l'échelon régional, c'est tout à fait opportun, oui. Oui, oui. Oui, et d'ailleurs, j'imagine que ça peut être un appui documenté sur toute l'activité, tout ce que représentent cette ou ces entreprises, hein, de telle sorte que quand on parle de soutien, c'est pas forcément un appui strictement politique, mais ça peut être un appui Oui. technique, hein, dans l'élaboration des dossiers de demande, enfin, une sorte Oui, d'ingénierie en fait. effectivement, la ville peut soutenir ces entreprises, bien sûr, en l'appuyant de ce côté-là. Il faut savoir aussi que en soutenant une entreprise, même de manière assez minime financièrement, on connaît aujourd'hui la part et l'importance des cofinancements dans la participation d'autres échelons de collectivités, notamment la région. Donc, ça peut être aussi un premier pas, effectivement, montrer à la région que vous avez déjà un appui, hein. Ça peut être la valorisation de ce que vous faites déjà aussi, mais c'est important aussi de montrer qu'on participe pour appuyer effectivement une demande de soutien financier. Oui, c'est facteur de légitimité. Oui. Alors, je crois que nous n'avons plus de questions, enfin, sauf si nos auditrices et auditeurs se lancent pour nous en poser une dernière. Voilà, ce livre avec, voilà, il est là. Il est aussi donc, j'allais dire, hop, voilà, sur cette dernière diapositive. Le guide pratique de l'économie sociale et solidaire, donc paru aux éditions Berger-Levrault. 40 €, là c'est l'éditrice commerciale qui vous parle, avec une petite remise de 5 sur notre boutique en ligne. Et puis bien sûr, vous pouvez passer commande auprès de votre libraire préféré, hein. Les librairies font partie de ces entreprises qui comptent sur les territoires. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir participé, d'avoir assisté à ce webinaire, ce Let's Talk. Nous espérons que
vous aurez envie de lire ce livre. Et puis, si jamais nous n'avons pas répondu à toutes vos questions, vous serez destinataire d'un message qui vous donnera des coordonnées pour nous joindre ultérieurement afin voilà, de nous poser toutes les questions que vous souhaiterez utiles. Il me reste à vous remercier, Edith. Merci Audrey qui est dans les coulisses. Merci à toutes et toutes et nous vous souhaitons une très très bonne journée. Au revoir. Merci à tous de votre participation et puis soyez curieux. Voilà, allez voir les initiatives sur vos territoires, c'est toujours très enrichissant. Au revoir, merci. Bonjour.